émission L'appel de la patrie et vous êtes sur Télé Sahel. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Il vous souviendra que le 11 octobre dernier, le président du CNSP, chef de l'État, signait une ordonnance portant le numéro 2023-13 et portant création du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Dans la même foulée, les membres du comité en charge de la gestion de ce fonds ont été nommés et à leur tête, Mme Rakia Moussa Hassan. Il faudra noter que depuis la création du fonds et la nomination de son comité de gestion, plusieurs donations ont été enregistrées comme quoi pour dire que les Nigériens n'attendaient que cette initiative pour manifester leur solidarité alors agissante en faveur du CNSP et du gouvernement. Du reste, il semble que dans la marche actuelle de notre pays, il est indéniable que l'apport de chacun et tous est plus que nécessaire dans la lutte pour la sauvegarde de notre pays. Et le slogan, vous le connaissez, Labou Sanounou. Et moi j'ajoute, Dîner Labou, la bise coule Sanounou. Bref, la sauvegarde de la patrie, c'est l'affaire de tous. Et votre émission, L'appel de la patrie, s'inscrit dans cette logique et je sais que vous êtes avec nous. Cela dit, ce soir, nous allons donc parler de la gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Et pour ce faire, je reçois ce soir sur ce plateau une femme, Dr Moussa Fatma. Elle est médecin, spécialiste en santé publique, ancien ministre. Bonsoir madame. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Je reçois aussi Jaharou Maman, vous le connaissez, il est journaliste et un autre journaliste, mais surtout communicateur pour le développement. Monsieur Mohamed Bachar, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à vous aussi. Avec ces invités, nous allons, je le rappelle, parler du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Mais avant, je vous invite à suivre ce élément qui évoque justement la création du fonds. C'est parti. En effet, il s'agit d'un compte spécial d'affectation créé conformément à la loi organique relative aux lois de finances pour mobiliser des ressources devant permettre de contribuer au financement des actions de renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité, à la prise en charge des citoyens victimes de déplacements forcés liés à l'insécurité, leur relocalisation, leur réintégration locale et leur retour volontaire, à la prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions citoyennes. Les ressources du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie seront constituées par un prélèvement sur certaines rubriques de la structure des prix des hydrocarbures, un prélèvement sur les recettes provenant des redevances annuelles de régulation versées à l'Agence de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP par les opérateurs titulaires d'une licence, d'une convention ou d'une autorisation. Un prélèvement de 10 francs CFA sur les tickets de transport terrestre et de péage routier, ainsi qu'un prélèvement de 1000 francs CFA sur les tickets de transport aérien. Un prélèvement de 10 francs CFA sur chaque appel et chaque souscription au forfait Internet par consentement du consommateur. Un prélèvement de 10% sur la taxe sur les nuitées d'hôtel. Des contributions volontaires financières ou en nature des populations, des entreprises publiques, des entreprises privées et de tout autre opérateur économique, ainsi que des ONG, associations, projets et programmes de développement. Des contributions volontaires financières et en nature de la diaspora. Les prélèvements au titre des rubriques de la structure des prix des hydrocarbures n'auront aucune incidence sur le prix du litre à la consommation. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie sera géré par un comité de gestion qui travaillera sous la supervision et le contrôle du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. À cet égard, le secrétaire permanent du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est l'ordonnateur des dépenses et centralise les contributions en nature. Voilà qui nous éclaire un peu sur la création de ce fonds. Jaharou Maman, quel est le regard du journaliste que vous êtes sur cette initiative? Merci Adine, je pense que ce fonds est même venu à retard. On aurait dû avoir la création de ce fonds-là tout juste après l'annonce des mesures prises par l'instance communautaire, la CEDEAO,
parce que on a vu les conséquences, l'incidence de ces mesures sur le fonctionnement des institutions d'abord, en plus sur le train de vie des citoyens, puisque c'est de là où tout est parti. Les sanctions de la CEDEAO ont été un prétexte pour tous les partenaires du Niger de suspendre la coopération avec l'État du Niger et même de suspendre certains appuis budgétaires et d'autres investissements déjà annoncés ou déjà en cours avant le 26 juillet 2023. C'est dire que déjà le manque à gagner pour l'État a été signalé à partir de ces décisions-là et à partir de la réaction de tous les partenaires, qu'ils soient européens, occidentaux et autres, qui participent à l'accompagnement de l'État, tant dans le budget que dans les différents programmes. Alors, moi, je dirais que peut-être ce qu'il faut signaler à ce niveau avec la création de ce fonds, c'est d'abord mettre plus d'accent sur la communication, puisqu'on a vu la mobilisation des Nigériens qui sont engagés à accompagner les autorités de la transition pour une sortie de crise, si on peut l'appeler, et dans le contexte conflictuel et surtout de la guerre contre le terrorisme qui s'impose de plus en plus au Niger depuis pratiquement 2012 à aujourd'hui. Et on constate qu'avec depuis le 26 juillet, il y a une certaine recrudescence des attaques, donc l'effort de guerre sera encore plus consenti et sollicité au niveau de l'armée. Moi, je suis vu dans l'échelonnement des priorités qui sont assignées. J'aurais voulu même qu'on commence par les contributions volontaires avant de parler des prélèvements et autres qui s'imposent de fait dans le cadre de la gestion de l'État, des services publics. Moi, j'aurais voulu même qu'on commence par qu'on communique beaucoup sur les contributions volontaires. Puisque, vu l'engagement des Nigériens, qui sont solidaires des actions de l'État, et particulièrement des points énumérés, des objectifs assignés à ces fonds, on a de quoi à ce que tous les citoyens, d'abord, on constate que la majorité des Nigériens, de leur écrasante majorité, ont consenti à cette démarche de la sauvegarde de la patrie, puisqu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire un accompagnement de l'armée républicaine et de l'accompagnement social de ces militaires-là pour le cas de leur famille et des orphelins de cette armée-là. Alors, vous savez qu'on aurait dû même engager ce fonds-là avant même l'annonce de la réduction du budget, puisque ce sont les mesures-là qui ont créé un manque à gagner à l'État et qui a rabaissé le budget du Niger parce qu'il y a des contributions d'appui budgétaire, d'appui projets et programmes, d'aide projets et programmes qui sont suspendus. Donc, tout ce vide-là, on aurait dû, depuis dès les premières heures même, ou l'annoncer ensemble pour dire que pour compenser le manque à gagner, et qui nous a amené conséquemment à réduire le budget, nous engageons un fonds de solidarité qui puisse mobiliser par les Nigériens, puisque nous sommes dans le cadre de la sauvegarde de la patrie, accompagner ce budget-là à prendre en charge les questions régaliennes. On sait que la lutte contre le terrorisme coûte cher à l'État du Niger, puisque c'est une question de souveraineté nationale. Docteur Moussa Fatma, est-ce que vous pensez que la création de ce fonds est bienvenue? Bien entendu, merci vraiment de nous avoir invités à cette réflexion. Je crois que le fonds est vraiment opportun pour la situation dans laquelle le pays se trouve. Tout le monde, nous avons déjà vécu 2 mois de sanctions qui sont des sanctions qui pèsent véritablement sur la population nigérienne tout entière, sur les institutions, sur le fonctionnement de l'État et sur la vie des citoyens. Je pense que
ce fonds est aussi arrivé après la loi rectificative du budget de l'État, et je suppose qu'il y a eu une analyse des gaps de financement par rapport aux différentes sanctions ou au budget, à différents financements qui étaient attendus. Et même les ressources propres de l'État qui devaient venir de l'extérieur, nous n'avons pas à les mobiliser comme il faut. Donc cela est important de faire appel à la solidarité nationale. Comme l'a dit M. Jafar, je sais que justement les Nigériens, dès le coup d'État, se sont tenus debout pour accompagner les autorités de la transition. Ils ont, sur des fonds propres, on a vu qu'il y a une grande mobilisation à l'échelle nationale. Et je suppose que ce soit les ONG, que ce soit les associations, les individus, ont contribué d'une manière ou d'une autre sur des fonds propres à assumer le financement de cette mobilisation qui n'est pas sans frais. Il faut le dire que cette mobilisation a commencé dès le lendemain du coup d'État, et je crois que faire appel à la solidarité nationale, la structurer et la formaliser est très importante. Et je pense aussi que, comme l'a dit le précédent interlocuteur, c'est qu'il faut jouer sur la mobilisation. Elle doit être forte. Elle doit mobiliser l'ensemble des parties prenantes au niveau national ou même au niveau international. Je pense aux Nigériens de l'extérieur qui ont déjà montré leur capacité à mobiliser, puisqu'ils ne sont pas là certains, mais ils ont quand même en partie mobilisé des ressources financières pour pouvoir appuyer la sauvegarde de la patrie. La situation préexistante déjà commande à ce que ce fonds soit mis en place le plus rapidement possible pour assurer en tout cas la consolidation des appuis qui existaient sur le plan humanitaire. Le renforcement de capacités opérationnelles des forces armées nigériennes, je pense qu'ils ont besoin de ça. Et le fonds vraiment est venu à point nommé et que nous pensons qu'il va falloir lever tous les défis qui relèvent soit de la mobilisation, soit de l'utilisation des fonds et de la gestion vraiment globalement de ces que je pense que la structure de gestion doit développer des mécanismes de gestion administrative, financière et comptable, avoir des outils pour pouvoir vraiment gérer ce fonds, le suivre et continuellement aussi rendre compte, mais surtout, j'ai bien aimé la conférence de presse de la présidente du comité de gestion qui a bien souligné que les priorités du fonds, mais aussi que ces priorités peuvent évoluer en fonction des besoins. Et ça, c'est très important. Donc, cette structure doit se munir aussi de mécanismes pour lui permettre d'anticiper, d'évaluer ses besoins au fur et à mesure et de travailler dans ce sens pour pouvoir assurer vraiment la plénitude de ses ambitions. Ok. Maman Bachar, le Niger, avec les sanctions que l'on connaît, est-ce que vous pensez que ce fonds peut aider à juguler certains problèmes liés notamment au financement dans le cadre de la lutte contre l'insécurité, comme c'est énoncé dans les objectifs du fonds même? Ok, merci donc pour cette question, M. Adine. Évidemment, comme l'ont dit les précédents intervenants, je pense que la création de ce fonds-là, au regard de sanctions uniques, et j'allais dire même inédites, qui ont été prises en porte-à-faux
avec l'objet, l'esprit et même en fait les textes, j'allais dire juridiques de ces organisations. Il y a lieu à ce que l'État, sinon les citoyens pris de manière générale, puissent réfléchir et mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes qui permettraient à l'État et aux citoyens de pouvoir non pas peut-être juguler l'ensemble des contraintes qui sont créées, puisqu'il y a des contraintes qui sont d'ordre institutionnel, qui sont créées, mais au moins de soutenir d'abord le bon fonctionnement des institutions, mais surtout d'amoindrir les effets pervers et négatifs qui sont recherchés à travers les sanctions, donc pour que le pays puisse non seulement être viable, mais que les populations ne puissent pas ressentir de manière, j'allais dire, drastique les effets de sanctions qui sont recherchées. Donc pour cela, toutes les offres innovantes sont à rechercher et à réfléchir, non pas simplement pour le fonds lui-même, mais on peut encore continuer à réfléchir sur d'autres formes plus innovantes, en tout cas permettant à juguler la crise, y compris donc en assouplissant un certain nombre de mesures. J'ai vu la dernière fois, par exemple, à travers la douane, les facilités qui sont accordées donc aux commerçants pour qu'à leur tour, ils parviennent à stabiliser la structure des prix pour que les citoyens ne sentent pas, en tout cas, les mesures de rétorsion telles que voulues, puisque en fait, les résultats, j'allais dire criminels, qui sont recherchés à travers ces mesures-là, c'est justement d'arriver à étouffer l'État et d'amener les populations, du fait justement de caractère unique de ces mesures-là, à se révolter contre les autorités en place. Donc, pour moi, ces fois-là est à point nommé parce que tout simplement, ça permet non seulement de créer ou de recréer l'esprit patriotique dans les esprits des citoyens, puisqu'il y a l'aspect qui est formel, qui est institutionnel, mais il y a l'aspect aussi psychologique qui est recherché à travers cette action-là. Il est bien entendu que ce n'est pas simplement ou seulement ces fois-là qui permettraient à l'État de juguler les effets pervers de toutes les mesures qui sont prises, mais il a au moins un effet éducatif pour dire que dans cette expression-là de Zanchankassani, mais c'est qu'aucun citoyen ne sera oublié et que l'apport de chaque citoyen a une valeur. C'est lui qui a 1000 francs à donner, c'est lui qui a 10 millions à donner, ils ont la même valeur si tant eux que c'est donné avec cœur, avec joie, avec patriotisme et engagement pour que désormais chaque citoyen sache que ce n'est pas seulement sur les épaules du chef de l'État que repose la sauvegarde ou la défense de la patrie. Ça incombe à tous les citoyens et tous les sacrifices doivent être consentis de manière égale et équitable. Et c'est pour cela que, justement, il y a une réflexion assez profonde qui doit être menée, aussi bien dans la façon de communiquer justement ce besoin-là d'effort et d'engagement patriotique, mais également la transparence dans la gestion des fonds qui seront collectés. Puisque malheureusement, les gens sont toujours dans ces petites réflexions-là et donc il faut les sécuriser. Il faut les sécuriser par une bonne communication, il faut les sécuriser par une bonne gestion et il faut les sécuriser par un comportement citoyen exemplaire au niveau de ceux qui sont appelés justement à participer à cette gestion-là. Il y a certes un certain nombre d'avantages, de règles aussi qu'on consent dans toute gestion de ces genres-là, mais il ne faut pas que les gens aillent au-delà. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucun esprit autre que l'esprit patriotique. Et moi, là, dans ces conditions-là, je peux même proposer un serment confessionnel pour que les gens, vraiment, quand ils s'engagent en toute, disons, en toute conscience de la gravité du rôle, puisqu'on est en guerre. On n'est pas dans une situation normale. On est dans une situation de crise aiguë. On a en face de nous l'ancien colon
qui veut à tout prix continuer à imposer ses règles chez nous. On a de l'autre côté des gens qui sont utilisés par ces mêmes colons pour nous renvoyer des mesures qui sont totalement illégales parce que tout simplement, il a des intérêts à sauvegarder, il a des règles à imposer. Donc ça, c'est des situations de guerre au point de vue extérieur. Au point de vue intérieur, il ne faut pas se cacher la figure. Jusque-là, il y a ceux dont la situation actuelle n'arrange pas. Et donc, malgré que ça soit une orientation patriotique, ils peuvent avoir des comportements de sapes, y compris à vouloir jeter l'anathème, la l'opprobre sur ceux qui sont en train de faire la gestion. Donc, il faut sécuriser. Jaharou, pour la mobilisation des ressources en faveur de ce fonds-là, quelle peut être la stratégie? Tout à l'heure, vous parlez de prélèvement, on a eu cette expérience avec les téléphonie mobiles. Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est pour cela que j'ai dit que j'aurais voulu même que dans l'escalier de points inscrits à cette démarche de mobilisation, oui, qu'on commence d'abord par les mobilisations volontaires, c'est-à-dire que c'est des contributions volontaires. Et là, chacun peut donner, comme il l'a dit, celui qui a 1 franc, il donne, 5 francs, il donne, celui qui peut aller au-delà à 10 millions, 20 millions, 100 millions, il le donne en fonction de son... Et c'est là où on ressent l'engagement personnel puisque c'est volontaire. Et l'autre aspect important, sur les questions de prélèvement, par exemple au niveau des téléphonies, j'ai aimé dans les objectifs énumérés que c'est volontaire. Mais connaissant, comme j'ai dit, on a eu l'expérience dans plusieurs cas de figure de prélèvement avec ces téléphonies-là, il faut que ça soit, qu'il y ait un suivi pour qu'on ne leur donne pas un prétexte de gruger les citoyens. On en a l'habitude et on se plaint tous les jours sur la gestion de l'Internet, sur la gestion des frais et d'autres tarifications. On sait que l'ARCEP est là et je suis content que l'ARCEP a une responsabilité dans la mobilisation. Oui, dans la mobilisation. Eh bien, donc c'est de mettre un accent particulier pour qu'au niveau de l'ARCEP, que ce prélèvement-là, tel qu'on l'a fait, soit suivi et effectué de façon claire, de façon, comme on a dit, volontaire, et que l'ARCEP puisse, en fin de compte, faire la situation de prélèvement. Parce qu'on risque d'ouvrir une boîte de Pandore aux téléphonies. On en sait beaucoup sur leurs pratiques. Alors, c'est l'autre aspect, ils l'ont tous évoqué, c'est, je pense que dans la communication, c'est de montrer les défis. Tous les points qui ont été énumérés et pour lesquels on doit contribuer sont d'une urgence, on peut dire primaire. La gestion de la sécurité, c'est la question de la souveraineté des pays qui est en jeu. Dans l'accompagnement de l'État, nous savons que dans la formulation budgétaire d'avant, 26, il y a les appuis budgétaires extérieurs, même dans l'accompagnement, dans le financement de la guerre contre le terrorisme. Donc, il faut combler ces vides-là avec le fonds qui seront mobilisés. De l'autre aspect important, c'est la transparence. En 2 ou 3 mots, je résume d'abord la communication, faire en sorte de pouvoir atteindre la population dans un langage clair, simple et fluide, et que la gestion soit rigoureuse, transparente, qu'il y ait une sorte de moment de rendre compte, c'est-à-dire de faire des bilans à mi-parcours de ce qu'on a eu, et même de l'affectation de ce fonds-là. Tel fonds, tel montant est parti à tel. En termes de priorité, puisque les points qui sont énumérés sont tous importants, mais on ne peut pas comparer la mobilisation sociale, l'accompagnement de la mobilisation sociale à l'appui, au financement de la lutte contre le terrorisme, à l'accompagnement social des familles, des orphelins, à la question humanitaire, la gestion humanitaire que la ministre a évoquée effectivement, qui est extrêmement importante. Et aujourd'hui, avec ces mesures-là, on a abandonné toutes ces personnes-là à la charge de l'État, lequel qu'on a sanctionné et qui a de la peine à mobiliser même le fonds régalien pour sa gestion, alors que on aurait dû prendre en compte la question humanitaire, même à partir de la question humanitaire, quand on sait que le Niger gère les ressortissants du Nigeria, des mêmes espaces CEDEAO, du Nigeria, du Mali, du Burkina,
on peut dire que exceptionnellement par rapport à cette situation, on ne devrait pas sanctionner le Niger à ce point. Et donc, toutes ces préoccupations, il faut les prioriser. Moi, j'aimerais, pour finir, dire que l'accompagnement de la mobilisation sociale doit être en bas des priorités. Puisque ça, la ministre l'a rappelé, dès le 26, dès le 27, 24 heures après le coup d'État, les gens se sont investis à leur fond, à leur guise, à leur manière au plan national pour mobiliser les citoyens et sortir, montrer leur volonté à accompagner l'État. Donc, elle n'a même pas besoin d'une grande prise en charge, à moins que c'est des aspects sur peut-être la sécurité, l'aspect prise en charge de la sécurité pendant la mobilisation sociale peut-être. Mais les priorités sont extrêmement primaires et sur lesquelles je pense que ce fonds-là a toute son utilité et sa valeur. Docteur, une dernière question. Est-ce que vous pensez que pour la gestion de le comité a à sa tête l'homme qu'il faut, l'homme avec grand H, ou si vous voulez la femme qu'il faut pour les gérer? Ah ça, vraiment, c'est un plaisir pour moi de dire qu'il y a la femme qu'il faut à la tête de ce comité de gestion. Je crois que Mme Bra Reki a montré toutes ses capacités de mobiliser, mais surtout pour la solidarité et la protection sociale à travers l'une des agences du financement innovant qui a plus de portée au niveau rural qu'à Soussou. C'était vraiment quelqu'un qui a montré cette compétence de mobiliser les ressources, d'assumer la solidarité et des investissements innovants, en tout cas, qui profitent aux personnes les plus vulnérables. Pour un fonds de cette envergure, il faut un conseil, un comité de pilotage. Je puis comprendre que c'est le secrétariat permanent du CNSP qui assure le pilotage, qui est ordonnateur. Tout ça reste dans la gestion. Mais il faut un comité de pilotage pour assurer justement cette redevabilité devant l'État, mais aussi devant les contributeurs, qui devaient faire partie aussi, même si c'est des groupements de société civile ou quoi, qui doivent faire partie du comité de pilotage. Ça rentre dans la transparence. Il faut dire que le Niger, nous ne sommes pas au premier fonds de solidarité qu'on a mis en place. C'est le énième fonds de solidarité. Et je crois qu'on doit tirer les leçons de la gestion des fonds passés. D'abord, moi je souhaiterais qu'on nous dise déjà quels sont, à travers, rien que pour la téléphonie mobile, on peut estimer, évaluer les montants attendus, que pour les taxes sur le pétrole, on peut évaluer beaucoup. Seule peut-être la contribution volontaire des citoyens, qui aussi, il faut compter que la contribution sur la téléphonie mobile doit être associée à la contribution volontaire des populations. Il faut soustraire ça de là-bas pour que ça ne soit pas une boîte de Pandore pour les téléphonies mobiles qui doivent nous dire, voilà, déjà envoyer même les messages qui nous disent si vous souscrivez à un forfait d'appel, vous allez souscrire tel montant et vous êtes d'accord, on est d'accord, on le fait, mais que ça doit être comptabilisé dans la contribution des citoyens. C'est très important de le faire. Donc, la transparence, comme il faut beaucoup inciter sur la transparence dans la gestion. Merci, docteur. Merci à vous tous. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'est la fin de ces numéros de notre émission, Votre appel de la patrie. Nous serons là demain, plaise à Dieu, même heure, même antenne et avec le même dévouement pour vous servir. Au revoir.